ce midi, nous allons vous présenter une approche, les mots-clés simples, concrètes, applicables en entreprise. On voudrait vous aider à transformer l'entraînement à la tâche en véritable levier de prévention. On aimerait vous partager des exemples, des bonnes pratiques, des outils faciles à adapter pour votre réalité. Donc, l'objectif qu'on aimerait atteindre avec vous, ce serait que vous repartiez avec des pistes d'action réalistes pour mieux accueillir, mieux former, sécuriser vos nouveaux travailleurs dans leur arrivée. Donc, on va vous le présenter sous ces questions que je lis avec vous. Qu'est-ce que l'entraînement à la tâche et à la santé-sécurité? Pourquoi l'envisager? Quelles sont les étapes préalables? Qui peut le développer? Comment on réalise concrètement? Et comment en faire une démarche gagnante? Donc, pardon. Qu'est-ce que l'entraînement à la tâche et la santé-sécurité? Bon, c'est un processus de formation destiné aux travailleurs pour les préparer à acquérir des connaissances, des compétences, des aptitudes pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches spécifiques de manière sûre, efficace, sécuritaire. Donc, le but est vraiment d'intégrer la santé-sécurité dès le départ. Alors, on veut s'assurer que les travailleurs comprennent non seulement comment réaliser la tâche, mais aussi comment la réaliser en plaçant la santé-sécurité au cœur vraiment de leur action, pour eux-mêmes, pour leurs collègues. Donc, par le fait même, ça va améliorer l'efficacité opérationnelle, ça va réduire le risque d'accident et ça va agir positivement sur la culture de l'entreprise. Donc, parlons un peu de vous. Je vais vous poser 2 questions de suite. La première, est-ce que l'entraînement à la tâche est une pratique courante dans votre entreprise? Deuxième question, j'enchaîne. Est-ce que la santé-sécurité est inclue dans votre entraînement à la tâche? J'espère que notre présentation va vous aider à bonifier ce que vous faites déjà. Et pour les autres, on va vous démontrer l'importance de le faire. Donc, je vous propose la suite avec ma collègue Mila pour vous présenter qui sont d'abord nos travailleurs en entreprise québécoise. Merci Sandra. Dans nos entreprises, on rencontre toutes sortes de travailleurs. Donc, plusieurs ont un point de vulnérabilité. En effet, la main-d'œuvre se compose de jeunes travailleurs avec ou sans expérience, des travailleurs seniors, des personnes issues de l'immigration, des femmes, des travailleurs autochtones du Canada, des handicapés, des travailleurs neurodivergents. On comprend parmi ça les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et le spectre de l'autisme, entre autres. Ces travailleurs occupent des postes en temps complet, temps partiel, temporaire, permanent. On a aussi des étudiants, des travailleurs d'agence en période d'essai et en stage. Leur statut peut faire en sorte d'entraîner des risques pour ces travailleurs. Un travailleur qui compte 20 ans d'expérience dans son emploi à temps complet n'a pas les mêmes besoins en santé et sécurité qu'un jeune travailleur. Un jeune a tout à apprendre, alors qu'un travailleur expérimenté peut être ancré dans sa petite routine ou avoir peut-être quelques mauvaises habitudes à changer. La main-d'œuvre est diversifiée, tout comme ses besoins. Pour vous donner un aperçu de l'importance de structurer notre démarche d'entraînement, je vous propose de vous partager quelques statistiques touchant les jeunes travailleurs et les travailleurs étrangers temporaires. En 2024, il y a eu plus de 107 000 lésions professionnelles, toutes les âges confondus. De ce nombre, une lésion sur 10 touche un jeune travailleur. Donc, chez les jeunes travailleurs, c'est-à-dire des travailleurs de 24 ans et moins, on compte 6 564 lésions professionnelles, c'est-à-dire des accidents avec blessures et perte de temps qui ont entraîné une réclamation à la CNESST. La durée moyenne d'indemnisation, 59 jours, ce qui signifie environ 2 mois d'absence. En moyenne, il y a 600 lésions par année qui entraînent une atteinte permanente
à l'intégrité physique et psychique chez les jeunes. Et malheureusement, 5 jeunes sont décédés dans le cadre du travail. De plus, chez les nouveaux arrivants, selon les études de l'IRSST, les travailleurs immigrants sont davantage exposés au risque de lésions professionnelles, particulièrement durant leurs premières années au Québec. Selon les estimations rapportées par une étude exploratoire de l'IRSST, les dossiers de travailleurs immigrants pourraient composer jusqu'à 80% des dossiers admis en réadaptation sur l'île de Montréal. D'où l'importance de structurer notre démarche d'accueil et de s'assurer de répondre aux besoins spécifiques de nos nouveaux travailleurs, quels qu'ils soient. Donc, on vise, avec l'entraînement à la tâche et à la santé et la sécurité du travail, à réduire les lésions professionnelles et les coûts qui leur sont rattachés. Par exemple, un jeune travailleur assigné à la préparation des commandes à qui on enseigne les bonnes pratiques de manutention des charges, ceci mieux l'importance de protéger son dos pour son emploi actuel et ses emplois futurs. Les statistiques le démontrent. Les nouveaux travailleurs ou ceux qui changent de poste sont les plus à risque durant les premiers mois. Intégrer la santé-sécurité dès l'entraînement réduit la vulnérabilité. Si le reflet sécuritaire est acquis en même temps que la compétence technique, il devient automatique même sous pression ou en cas de fatigue. Une deuxième raison pour laquelle on doit envisager l'entraînement à la tâche, c'est de se conformer à la législation en vigueur, c'est-à-dire la loi sur la santé et la sécurité et le règlement en santé et sécurité. Voyons, l'article 10 de la loi établit que les travailleurs ont le droit à des services de formation, d'information et de conseils en matière de santé et sécurité, particulièrement en relation avec son travail et son milieu de travail. Et aussi, il a le droit de recevoir la formation, l'entraînement et la supervision appropriée. Et dans l'article 51 de la loi, l'employeur a l'obligation d'informer adéquatement le travailleur sur la formation, l'entraînement et la supervision appropriée afin de faire en sorte que le travailleur ait les habiletés et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié. Du côté règlement santé et sécurité, il y a des sujets de formation obligatoires. Par exemple, la conduite de chariot élévateur, l'opération d'un palan ou d'un pont roulant, le SIMDUT et encore plus que ça. La formation doit se donner avant de commencer à exercer le travail, surtout avec les appareils d'élevage ou tout outil et équipement qui comporte des risques importants. On voit malheureusement encore en 2026 dans certaines entreprises des travailleurs qui utilisent des chariots élévateurs sans avoir reçu la formation théorique et pratique. Une autre raison pour envisager l'entraînement à la tâche, c'est améliorer la productivité. Auprès du nouveau travailleur, un entraînement structuré favorise une bonne planification du travail, détaille aussi les processus à appliquer, favorise l'utilisation des bons outils au bon moment et engendre de cette façon des gains de productivité. Aussi, l'entraînement à la tâche va favoriser une culture de prévention positive. Montrer à un nouveau collègue comment enfiler les bouchons est une étape essentielle, mais le fait de profiter de l'entraînement pour qu'il saisit bien
en quoi ces bouchons vont le protéger, favorisent l'intégration au quotidien des pratiques de travail sécuritaire et son engagement vis-à-vis la santé et la sécurité. L'entraînement à la tâche et à la santé et sécurité est une occasion clé pour transmettre la culture de prévention de votre entreprise. Quand un nouvel employé comprend le sens des mesures de sécurité, il les intègre beaucoup plus naturellement dans sa façon de travailler et il s'engage davantage en santé et sécurité, surtout s'il voit ses collègues de travail faire de même. Une cinquième raison pour envisager l'entraînement à la tâche, c'est que ça va fidéliser les travailleurs et les travailleuses. Un environnement de travail sûr et l'investissement dans le développement des compétences des employés augmente la satisfaction au travail et la loyauté envers l'entreprise. Cela peut réduire la rotation du personnel et aussi attirer des talents qualifiés. Investir dans la sécurité et dans le développement des compétences, ce n'est pas juste une obligation. Quand un employé se sent en sécurité et bien outillé pour faire son travail, il a moins de stress, plus de confiance et il va rester dans l'organisation. Ça va éviter de toujours recommencer avec de nouveaux employés et ça aide à attirer et à conserver des gens compétents. Et la dernière raison de faire l'entraînement à la tâche et à la santé et sécurité, c'est qu'on va préserver la réputation de l'entreprise. Les entreprises qui priorisent la santé et la sécurité du travail ainsi qu'une formation structurée sont perçues comme responsables et éthiques. Une intégration sécuritaire de nouveaux travailleurs favorise un climat de confiance et de professionnalisme. La prévention contribue à réduire les accidents, les coûts humains et financiers, ainsi que les impacts sur l'image de l'organisation. Une culture de santé et sécurité forte améliore la mobilisation et la rétention du personnel et l'attraction de nouveaux talents. La réputation de l'entreprise s'en trouve renforcée. Nous allons regarder parmi les avantages que vous venez de voir avec Mila, lequel vous interpelle le plus, mais pas juste en sélectionner quelques-uns, en choisir un seulement. Si jamais vous aviez du mal à convaincre, par exemple, votre direction, votre comité santé et sécurité, de faire l'entraînement à la tâche, vous pourriez choisir un ou plusieurs de ces arguments qui seraient vraiment bien pour être plus porteurs, pour essayer de convaincre dans votre entreprise. On va voir les avantages. On vient de voir les avantages, pardon. Et j'espère que vous y adhérez vous aussi. Donc, l'entraînement à la tâche, on va le séparer en deux parties. Il faut dans un premier temps se structurer, donc préparer la démarche, préparer l'entraînement, compléter les étapes préalables. Puis, dans un deuxième temps, mais là, on veut être dans l'action, soit réaliser l'entraînement avec le travailleur, l'accueillir, l'intégrer. Donc, on va prendre ce chemin-là ensemble. On va regarder les 6 étapes préalables en détail. Donc, on les fait apparaître. Donc, déterminer les besoins, fixer les objectifs, concevoir un plan d'entraînement, identifier les ressources humaines matérielles, planifier les étapes et communiquer avec le travailleur, les travailleurs et faire une rétroaction. Donc, imaginons un travailleur embauché comme préposé à l'expédition. On va utiliser cet exemple-là tout au long de la présentation. Notre préposé a déjà occupé un poste dans une entreprise manufacturière. Il y a eu aussi de la formation pour opérer un chariot élévateur. Donc, on va vouloir identifier et analyser les besoins de formation quant au poste à occuper et les comparer aux connaissances, compétences, aptitudes sécuritaires de notre nouveau. Il serait même possible, au moment de l'entrevue, de poser des questions pour connaître le degré de sensibilité du nouveau travailleur vis-à-vis de la santé et de la sécurité. Par exemple,
À votre emploi précédent, avez-vous été dans un comité santé-sécurité? Avez-vous fait des projets en lien à réduire les accidents? As-tu déjà participé à des inspections du milieu de travail? Donc, des exemples. Fait que pour identifier les besoins du nouveau, on doit d'abord identifier les tâches, les activités nécessitant les formations. Donc, on peut consulter l'analyse de risque associée au poste de travail si elle est disponible. On peut tenir une rencontre avec ressources humaines, superviseurs, pour prendre connaissance de la candidature du nouveau travailleur, de sa formation générale, de ses expériences de travail. Donc, mieux connaître le candidat, ça nous permet de désigner un formateur qui va avoir les affinités avec lui, qui va être bien informé sur les besoins spécifiques du nouveau pour assurer un bon accompagnement. Ça va ensemble. Donc, ici, un exemple, vous pouvez le trouver aussi sur notre site web, d'un registre de postes. Il permet, entre autres, de faire ressortir les formations que le nouveau, ici, préposé à l'expédition, va devoir faire pour intégrer son poste. L'objectif pourrait être d'avoir un registre de compléter pour chaque poste de travail. Des exemples de formation pour le préposé à l'expédition pourraient être Sémidut, manutention manuelle. Donc, il est possible pour chaque poste de travail de remplir le registre pour faire un résumé des particularités du poste. Tâches, risques, équipement de protection individuelle, formation. Donc, ensuite, on va déterminer les objectifs. Donc, ici, on veut établir les objectifs quantifiables, mesurables quant aux apprentissages à réaliser par le nouveau travailleur pour évaluer jusqu'à la fin la réussite de l'entraînement. On veut ajuster et adapter les objectifs en fonction de son profil, de sa formation générale et de ses expériences antérieures. Donc, petit truc au passage, des fois, adapter la longueur, la fréquence des sessions pour intégrer de façon harmonieuse les tâches et les procédures pour le travailleur plus novice. Hein? On ne veut pas faire juste du bourrage de crâne. Donc, on veut répondre à la question à la fin de l'entraînement. Le nouveau travailleur pourra, par exemple, conduire le transpalette, ensuite opérer le chariot élévateur. Ensuite, on va concevoir le plan d'entraînement. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire sur quel sujet, comment on va le faire, formation théorique, formation pratique, c'est quoi le niveau de détail que je veux couvrir. Est-ce que je veux montrer à conduire chariot élévateur ou est-ce que je commence par les manœuvres simples, comme les déplacements sans charge? On veut accroître graduellement le niveau de difficulté dans mes manœuvres. L'important, c'est de trouver un équilibre, comme je disais tantôt, entre la profondeur des informations et la capacité de rétention de mon travailleur. Donc, il faut vraiment rester à l'écoute de nos nouveaux pour saisir les besoins spécifiques et toujours faire preuve de flexibilité. C'est pas rare aussi hein, que les nouveaux ils disent qu'ils savent, qu'ils en savent plus qu'en vérité. Des fois, c'est juste pour bien paraître. C'est stressant au début. Donc, un travailleur qui dirait qu'il est capable d'utiliser l'outil, mais finalement, ce n'est pas le cas. Ou même, comme il a mentionné tantôt, travailleurs étrangers, migrants qui, juste avec la barrière de la langue, peuvent nous dire oui, oui, mais finalement, ils n'ont pas compris. Donc, c'est tous des petits détails qu'il faut rester à l'affût. Ensuite, on va sélectionner notre formateur désigné pour l'entraînement. On va vouloir collecter, créer des supports de formation pertinents, des manuels, des présentations, des vidéos. J'en mentionne que quelques-uns. On va avoir en main les procédures de travail sécuritaire, les équipements requis dédiés à l'apprentissage des travailleurs. Encore des exemples, des élingues endommagées à ne pas utiliser. Au niveau des produits, des fiches de données de sécurité pour présenter le produit ou encore mieux, une bouteille contenant une étiquette conforme, une bouteille avec une étiquette non conforme. Vraiment des exemples concrets. Donc, ensuite, planifier les étapes. Donc, déterminer la durée, la fréquence de l'entraînement, selon le degré de complexité. Donc, on veut programmer des sessions d'entraînement en fonction de la disponibilité du formateur, des activités de l'entreprise. Aussi prévoir un suivi de l'intégration des connaissances, des habiletés acquises. Donc, certains entraînements vont se dérouler sur une seule session intensive, puis d'autres, ils vont être répartis sur plusieurs sessions. Ça pourrait être le cas, je prends un exemple d'un apprentissage d'un cadenassage simple versus un cadenassage multiple. Donc,
Une qualité à rechercher chez votre formateur, ça devrait être qu'il soit en mesure d'évaluer le travailleur, puis confirmer avec le gestionnaire, son supérieur immédiat, le besoin de faire davantage de formation ou non. Donc, c'est normal, il n'y a pas personne qui apprend à la même vitesse, moi la première. Donc, dernière étape, informer les travailleurs de l'importance de la participation active. La qualité des communications, créer un milieu plus ouvert où le travailleur dispose d'occasion d'échanger avec le supérieur, le superviseur ou ses collègues. Fait que la communication, c'est vraiment une partie super importante. La communication efficace, ça va influencer les relations de confiance, puis ça va influencer aussi au niveau de la productivité, le climat de travail, l'engagement. Donc, les moments d'échange sont vraiment une occasion pour faire preuve de reconnaissance des compétences et des habiletés de notre apprenant. Donc, ici, l'entraînement, ce n'est pas un département, c'est une équipe. Il faut le voir comme ça. Chacun des acteurs peut contribuer à ce travail d'équipe à sa façon. On a mis le comité santé-sécurité, établir les besoins de formation. Les superviseurs, grâce à leur connaissance des opérations, vont contribuer à personnaliser la formation selon les besoins spécifiques. Ressources humaines, professionnelles, santé, sécurité, bien, en plus d'agir comme gestionnaire de projet, ils peuvent veiller à au respect des législations, à ce que les programmes de formation soient conformes aux politiques internes, assurer le suivi. Puis les travailleurs expérimentés, bien, grâce à leur expérience en pratique, ils peuvent agir comme formateurs, s'impliquer dans l'entraînement, partager les trucs du métier. Donc, je pourrais même ajouter votre conseiller santé-sécurité multiprévention pour les membres, peuvent vous aider dans cette démarche. Donc, jusqu'ici, on est dans l'étape planification, organisation du processus d'entraînement à la tâche. Une fois que ces points sont établis, on va travailler à préparer l'entraînement à la tâche et à la santé-sécurité avec le formateur. Et je vous laisse entre les mains de Mila. Merci Sandra. Et on vous propose cette étape pour l'entraînement à la tâche et à la santé et la sécurité. On va, la première étape, de présenter aux travailleurs les risques associés à la tâche. On va présenter la documentation applicable et mentionner où la trouver. Expliquer la tâche à accomplir et la façon d'exercer sécuritairement. On va valider les EPI à utiliser pour faire la tâche, faire une démonstration de la tâche incluant les aspects en santé-sécurité. On va donner une rétroaction et en dernière, c'est l'évaluation et le suivi. Donc, on va regarder chaque étape plus en détail. Donc, la première étape, présenter aux travailleurs les risques associés à la tâche, a comme objectif d'ouvrir un dialogue avec le travailleur pour identifier les vrais dangers du terrain. Afin de rendre cette étape de l'entraînement dynamique, vous pouvez questionner le travailleur sur les risques auxquels il sera exposé et sur les mesures de prévention qu'il mettra en application. Le fait d'échanger avec le travailleur sur les risques est beaucoup plus bénéfique à ses apprentissages que, par exemple, lui énumérer une liste de risques sans autre vérification sur ses connaissances. De cette façon, on complète ses apprentissages à partir de ce qu'il sait déjà. À ce sujet, Sandra a une question. Oui, donc encore à votre tour, quelles sont vos stratégies pour présenter les risques aux nouveaux travailleurs? A, utiliser des repères visuels, les pictogrammes, les affiches, marquage au sol, montrer les risques sur le poste de travail, donc présenter les risques directement sur le lieu de travail. Poser des questions aux travailleurs, ça permet de valider la compréhension, créer un climat de confiance, comme je disais tantôt, démonstration pratique. L'apprentissage, c'est beaucoup plus efficace par l'action que par la théorie. Des exemples d'accidents réels. Les exemples, ça marque vraiment davantage que les consignes générales. Expliquer les conséquences possibles. Autre stratégie, pourquoi pas? Faire des rappels réguliers. La compréhension des risques consolide avec le temps, oui, mais répéter, la répétition. On pourrait aussi dire, présenter un risque, ce n'est pas faire peur pour faire peur. C'est donner au travailleur le pouvoir de se protéger parce qu'il comprend. Il comprend enfin
le danger derrière la consigne. C'est ça qu'on veut aller chercher. Je te laisse la suite, Mila. Merci. Dans la deuxième étape, on va présenter la documentation applicable et mentionner où la trouver. Par exemple, il peut être utile d'avoir sous la main les procédures de travail sécuritaire, le visuel sur les techniques de manutention, un feuillet explicatif, le manuel des règles de sécurité. Pour d'autres sujets, on peut présenter le programme de prévention ou le plan d'action, les fiches de données de sécurité, les fiches d'inspection, le programme de cadenassage, le plan de mesures d'urgence, etc. L'objectif, c'est d'avoir sous la main la documentation à transmettre, les principes à enseigner. Dans la troisième étape, expliquer la tâche à accomplir et la façon d'exercer de façon sécuritaire. On va revoir les différentes tâches courantes et spécifiques à accomplir avec l'apprenant en veillant à bien les décortiquer. Pour s'aider, on peut obtenir une liste de tâches, celle de la description du poste, par exemple. On va, pardon, en arrière, OK. On va revoir les différentes tâches courantes et spécifiques à accomplir avec l'apprenant. On va s'aider avec par exemple, on va décortiquer la tâche en sous-étapes. On va présenter le avant, le pendant et l'après. Pour notre exemple d'un préposé à l'expédition, on voudrait en profiter pour vérifier l'état de la bonbonne, les gestes à utiliser et à éviter au moment de la manutention, les conseils de prudence, rappeler le besoin des CEPI. On pourrait aussi mentionner où trouver l'information et à qui se référer aux besoins. La quatrième étape est de valider les CEPI à utiliser pour faire la tâche. On va consulter l'analyse des risques et les procédures sécuritaires du travail pour faire connaître les risques et le fait que la seule façon de se protéger est d'utiliser les CEPI. On va aussi se référer au registre du poste, pour connaître toutes les CEPI apportées. On va présenter en quoi les CEPI sont nécessaires pour faire le travail sans risque de blessure. Vous pouvez aussi questionner l'apprenti sur les raisons qui justifient le port d'EPI qu'on lui a remis et au besoin de compléter ses connaissances. Par exemple, pour chaque EPI requis, le formateur pourrait poser ces 3 questions. On va lui demander en premier, pourquoi dois-tu porter cet EPI précisément pour cette tâche? En deuxième, on va demander, comment vérifies-tu qu'il est encore en bon état? Et troisième question, où dois-tu les ranger après usage? Donc, par rapport au CEPI, Sandra a une question. Oui, donc question sous forme de tableau blanc. Donc, dites-nous, quelles sont les autres informations utiles aux nouveaux travailleurs au sujet des équipements de protection individuelle? La bonne façon de les utiliser, programme de protection respiratoire en place, où s'en procurer. Excellent, excellent. Oui, très bon point. Responsabilité de leur propre équipement de protection individuelle, savoir ce qui peut arriver s'ils ne les utilisent pas, hein, des équipements conformes aux normes, à qui demander pour les avoir, méthode d'utilisation, fiche d'utilisation. Wow, super, oui. Je vais laisser Mila enchaîner sur ces différents aspects que vous venez de nommer. D'autres informations utiles aux nouveaux travailleurs au sujet des CEPI. On pourrait aussi transmettre l'information. On va expliquer aux travailleurs pourquoi CEPI a été choisi pour faire la tâche. Exemple, protecteur auditif, on va
mentionné parce que le niveau sonore et dans quelles circonstances il doit être porté. Encore, le protecteur auditif, est-ce qu'il doit être porté tout le cadre de travail ou bien lors de certaines tâches? Comment il doit être porté pour fournir protection? On sait que si un bouchon est mal enfilé, il n'est pas efficace et le travailleur sera exposé au bruit. Aussi, on pourrait dire pourquoi, quand et comment et avec quoi, et s'assurer que le bouchon jetable soit jeté après usage. Très important. Comment et à quel endroit on va ranger? Par exemple, si on a des bouchons moulés, on va vouloir les ranger dans son boîte de rangement propre. Et quels sont les signes qui vont indiquer que je dois remplacer ou changer l'équipement de protection individuelle? À quelle fréquence? À qui dois-je m'adresser pour le remplacer? Est-ce que je m'adresse au superviseur ou bien aux ressources humaines ou une autre personne? La cinquième étape, c'est de faire une démonstration de la tâche, incluant les aspects de santé et de sécurité. Il s'agit de montrer la tâche, tout en disant ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Par exemple, dans le cas de notre préposé, on va, pour le remplacement de la bonbonne, lui rappeler le besoin des épis, des lunettes et des gants de sécurité. Ces épis sont requis parce que le gaz propane est un gaz qui, en cas de fuite, peut s'échapper et causer des brûlures de froid. D'où le besoin de porter des lunettes et des gants résistants au froid. Avant de déplacer la bonbonne, on va l'inspecter pour être sûr qu'elle est en bonne condition. On va expliquer comment la soulever et comment la transporter jusqu'au chariot élévateur. Pour la fixer sur le chariot, je m'assure que les courroies sont solides et bien attachées et on va vérifier qu'elle est bien en place. Ensuite, on demande au travailleur de faire la tâche à son tour. On lui demande aussi de commenter ce qu'il fait pour voir si il a bien retenu l'information. On observe la méthode utilisée pendant tout le cycle de la tâche. En cas de situation qui pourrait comporter un risque, bien entendu, le formateur devra interrompre la tâche. C'est aussi un bon moment pour le formateur de transmettre au nouveau les trucs du métier. La sixième étape est de donner une rétroaction. On va partager les points à améliorer et souligner ceux qui sont adéquats aux travailleurs. La rétroaction est l'étape où le superviseur valide si l'entraînement a été bien compris par le travailleur. Selon notre fiche que vous allez trouver sur notre site Internet, une rétroaction efficace doit être immédiate, constructive et centrée sur les comportements observés plutôt que sur la personne. On a 3 types de rétroaction. La première, c'est la rétroaction positive, c'est le renforcement. Elle sert à fixer les bons comportements pour qu'ils se répètent. Exemple, j'ai remarqué que tu as pris le temps de vérifier l'état de tes lunettes avant de commencer. C'est un excellent réflexe, car une lentille égratignée aurait pu nuire à ta visibilité. Un autre exemple relié à l'ordre et le rangement. On pourrait lui dire « Merci d'avoir ramassé les morceaux de palette qui traînaient sur le plancher. Ça va réduire le risque de projeter un morceau vers un collègue. » La deuxième forme de rétroaction, c'est la rétroaction corrective, c'est l'ajustement. Elle doit être faite dès qu'un écart est constaté, de façon calme et factuelle. Par exemple, on pourrait lui dire, j'ai vu que tu as soulevé la bonbonne en gardant les jambes droites.
on a vu ensemble que cela met une pression énorme sur ton dos. On va recommencer le mouvement ensemble en pliant les genoux pour utiliser la force de tes jambes. Et la troisième, c'est la rétroaction par questionnement. C'est la validation de la compréhension. Au lieu de donner la réponse, on amène le travailleur à réfléchir. Par exemple, on pourrait lui dire, dis-moi où dois-tu ranger la bonbonne après usage et quelles précautions dois-tu prendre pour le rangement? Une autre question, ça pourrait être, selon toi, quelle est l'étape la plus risquée dans ce que tu viens de faire et comment tu pourrais t'assurer de garder le contrôle? Et la dernière étape, c'est l'évaluation et le suivi. Ici, on va valider avec le nouveau qu'il est capable d'identifier les risques présents, de comprendre les mesures de prévention applicables, de maîtriser la tâche et d'exécuter les gestes et le travail de façon sécuritaire. Aussi, une autre forme de suivi, ça pourrait être de vérifier l'application des principes de sécurité au quotidien, effectuer des rappels de formation périodiques, de rappeler l'importance de signaler au superviseur toute situation dangereuse, même dans le doute. Il est aussi possible pour le formateur de faire un retour au superviseur pour lui donner son appréciation de l'apprentissage du nouveau. Donner les indications au nouveau sur la suite de son intégration et aussi valider avec lui son appréciation de la démarche. Dans toutes ces démarches, il peut être utile en tant que formateur de documenter les entraînements à la tâche. Au début, le fait de documenter les entraînements permet de s'assurer de couvrir tous les points importants avec le nouveau. Aussi, au fur et à mesure, il fait de nouveaux entraînements. Donc, il va avoir la disponibilité lorsque un nouvel employé se joint à l'équipe de travail. Il n'a pas que relire pour s'assurer qu'ils sont toujours adéquats les informations et cela lui sert également à se préparer. À cet effet, sur mon espace, pour les entreprises membres de Multiprévention, vous trouverez un modèle adaptable. Pour ça, on vous invite à vous inscrire à mon espace. Donc, Mila vient de parler d'une façon de faire en 7 étapes. Maintenant, je me permets une avant-dernière question. Quelles sont, selon vous, les clés de succès pour un entraînement à la tâche et la santé-sécurité réussi? Respect, rigueur, validation, bonne préparation, cohérence en santé-sécurité, répétition, oui. Communication, rigueur, est-ce que je l'avais déjà mentionné? Donc, merveilleux. Ils sont pratiquement tous là. Hein? On en a choisi 6 qu'on considère vraiment un peu plus pertinents, mais bien sûr, ils sont tous bons. Je vous présente les 6 qu'on a ressortis. Donc, direction. Donc, fixer le cap en enlignant l'entraînement sur l'engagement ferme de la gestion en santé et sécurité. Le temps, allouer les périodes nécessaires à l'apprentissage, respecter le rythme d'assimilation de votre travailleur sans presser le processus. Préparation, vous l'avez aussi dit, structurer le matériel, analyser les risques à l'avance, aménager la zone de travail avant de débuter l'exercice. Apprentissage, transmettre les notions techniques précises et les solides compétences pratiques adaptées à la réalité de la tâche. Mobilisation, donc on suscite l'intérêt, l'enthousiasme. Responsabilisation, vous l'aviez mentionné, des travailleurs pour ancrer notre fameuse culture en santé et sécurité, mais activement. Puis intégration, s'assurer que les nouveaux réflexes sécuritaires sont assimilés, comme on dit depuis le début, au cœur de la routine du travail quotidienne, mais qui deviennent aussi comme naturels. Donc, super. Et
Ma dernière, donc, dernière question du jour, soyez bien à l'aise, hein, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais là, est-ce que vous vous sentez prêt à entraîner les nouveaux travailleurs en intégrant la santé-sécurité? L'entraînement à la tâche, là, c'est une étape essentielle pour tout nouveau travailleur. En intégrant la santé-sécurité dès le début, dès le départ, on permet vraiment d'acquérir les bons gestes, de prévenir les risques et s'intégrer rapidement dans un environnement de travail sécuritaire. Il faut rester à l'écoute. On doit, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. C'est avant tout une question de gros bon sens et de bienveillance envers votre équipe de travail. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'ici demain matin. La démarche gagnante selon l'ASP multiprévention, c'est de choisir de ne plus fermer les yeux sur les risques et de commencer à poser des gestes concrets, aussi petits soient-ils. Rappelez-vous ces trois piliers. Écoutez vos gens, ils sont tous les solutions. Agissez sur le concret, Réglez un danger réel avant de remplir un formulaire complexe et soyez constant et vigilant. La sécurité ne s'arrête jamais, elle s'améliore. En investissant dans la prévention dès maintenant, vous ne faites pas que protéger votre entreprise contre les accidents. Vous bâtissez une culture où chaque jour, tous les travailleurs retournent à la maison en santé et sécurité. Et ça, c'est la plus belle réussite pour un gestionnaire et son équipe. Rappelez-vous aussi que, comme Sandra l'a mentionné, on est les conseillers en gestion de la prévention. On est là pour vous aider dans son démarche comme l'entraînement à la tâche et à la santé et à la sécurité.